Bonjour à toutes et tous. Donc, il est 13 heures. On va pouvoir commencer le webinaire. Donc, merci d'assister à ce 9e webinaire du FC3R. Nous allons parler de science ouverte et de son intérêt et d'outils qui vous permettront de la pratiquer et d'améliorer la transparence et la robustesse de la recherche par le partage en fait de toutes les données. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Raphaël Munoz, qui est chercheur INRAE, directeur adjoint du Mossar. Il travaille à la modélisation mathématique de l'écosystème digestif qui est relativement complexe chez les ruminants. Raphaël est aussi impliqué dans l'initiative PCI Animal Science et il est chargé de mission sciences ouvertes avec une devise qui est Making Open Science the New Normal. Voilà, je lui laisse la parole et à tout à l'heure. I'm very happy to share with you the initiative for community in animal science. This initiative is actually within a bigger project that is called the Per Community in Project, which was led by colleagues from INRAE and CNRS. And I think Marjolaine is here if you want to have more information about the bigger picture of the project. And I would like to introduce myself. Mark already did some words. So I am researcher at the Mossar team. Mossar means systemic modeling applied to ruminants. So I worked on the rumen system by using modeling approaches. And I am the open science officer of the graduate school Biosfera, Université Paris-Saclay. I'm founder of the PCI Animal Science. And something that I really like to say is that I am not an outsider of the current publication system. You will see that during the following slides, I will make some critiques to the current publication system, but it is important for me to say that I belong also to the system, and this means that I continue publishing and reviewing papers for classical journals, and I am a member of the scientific board of the journal Animal. So with this introduction, let's start then with the objective of the talk. Of course, the first objective is to introduce the initiative and to motivate you to be part of it. Let's start then by talking about the publication landscape. And I think you know we are facing several problems, and some of these problems are related with quality issues because data and the methods are not fully available in the literature. This has led to misconducting behavior like the p-hacking and other examples illustrated in the slide. And also a problem I think that the community here present today is very sensitive is the problem of reproducibility. So here we have some studies showing important issues with the aspect of reproducibility. So here 20 to 60% of studies are not reproducible in the cancer topic, and I think also this goes also for animal research. And the thing also is that the current publication system is characterized like for this black box model in which the authors only have information about the final product, but the readers, so the readers cannot have access to what happened during the evaluation process. And this is really pity because the evaluation process is also part of the scientific debate. And normally this is closed within the journals. So we think that open this box will enhance the scientific quality and debate. So another aspect that is also of concern is that it's a system also that is closed. There have been some advances and we will talk about it. Our slide needs to be updated, but anyways, you know that there is a problem about the accessibility to the scientific literature. And this is because we have the paywall, so our institutions need to pay to let the researchers to have access. And this is actually related with high costs. We will talk about this in the next slides. And another problem is the oligarchy, because we have a system is dominated by very few players. So this is the case, for example, for human sciences, in which you can see in the pictures that almost 50% of the publications belong actually to these big commercial publishers. And this
it's a problem of concern as well. Of course, the other aspect I think you all know is that the system is very expensive. It's very expensive, and the issue here is that most of the work is done for free by researchers, by us. And you can see, for example, the profit margin of the big publishers, and it's of big concern because you can see that, for example, what is showing Elsevier 40%, the profit margin is even higher than companies like Apple or Amazon, right? And we are doing all this work, and the publishers are actually taking benefit of this. So this system, actually, we are paying in different channels. The first one is to have access to the journal. So this is the subscription, what I was referring to, the paywalls. So our institutions pay a lot of money for us to have access to the journals. If we decide to go to the open access, to the gold open access through the payment of the article process charges, APC, so we need to pay the authors as well. And we have here what is called the hybrid journals. And in the hybrid journals, so they are actually very smart because they are taking money from both channels, right? And we can think actually that we are even paying 3 times because our salaries as editors are actually within this business model. So this is a huge concern for the publication system right now. So this is a study made by some colleagues in which they compare the cost of a standard APC, 2,550 euros, in relation with the minimal salary, the SMIC, right? So we are here, so we are rich. But anyways, we can see, well, one APC is almost 2 SMIC in France. This is already a lot of money. And if we can see in other countries, I am, probably you already identify my accent, I am Colombian. And when I discuss with my colleagues from Colombia, they, of course, identify this APC model as an issue because you can see that it's almost 1 year of this APC is equivalent to the SMIC of 1 year. So this is a big problem because the APC, we cannot deny, has allowed also to open the access, to break the barrier of access, but impose an economic barrier, so only rich can publish using this model, okay? And well, there are different articles about good practices, how to choose elements to choose our journal. So at INRAE, we have this nice publication that you have access, and we have also some colleagues that have published in this article in which they analyze also the business model that also should be considered in our elements of choice of publication. So let's talk about the PCI project. So the PCI project is based on the preprints. The preprints are versions of a scientific manuscript that has not been yet peer review. It's for free. So the authors don't pay and the readers don't pay. And once it's posted, it can be cited, okay? It's a very nice way to accelerate the dissemination of research. It can be considered a proof of anteriority, and you can find it in different ways, like in different services, like, for example, Google Scholar. And also ORCID, for example, right now, you can find preprints. But the problem here is that there is no peer review. So we don't have any element that can assess the quality of the preprints because there is no peer review. So what PCI does is actually to add to the break of the preprints the evaluation process. And everything is actually very, very important. And I think early career researchers have a good benefit of going to this way to accelerate the dissemination of their work. So this is then the PCI. We have a double publication system based on the peer reviews, but also we have a journal that is a diamond journal. So this means it's for free. I will talk a little bit later on this. And what is then a PCI? So PCI are communities of researchers, expert in a specific field that will evaluate preprints in their field. So the preprints can be posted in different servers like bioRxiv, ALP, or Zenodo. There are many. And here in the right, we have some of the examples of the existing PCIs.
So at the moment, we have 17 PCIs, and this number is expanding. So I will talk a little bit about our PCI animal science, and I actually would like to point out a PCI called the PCI register reports. That is a very important PCI that is actually following the registration report model. That is very important as a model to guarantee the reproducibility of studies, especially I think for us in animal science, this is a very, very important model that we should adopt for enhancing the reproducibility of our studies. So just some words about the PCI register reports. So register reports are kind of empirical articles in which the proposals are peer review and they are accepted. So there are a process of evaluation. And the particularity of these articles is that you publish actually the methods, right? The statistical, for example, considerations before doing the experiments. So this is a way actually to reduce the bias of research. And also it's a way to disseminate. It's also a way to disseminate research because the studies is published. So I invite you to look at the website and our different sources to learn about this novel and revolutionary method that is the register reports. So I will talk about the PCI animal science. We operate like a journal, so we have a managing board. The initiative was created in 2019. We have 9 members, and as you can see, we are almost perfect in gender balance, and our colleagues are from the global south and the global north as well, something that we pay attention. At the moment, we have 72 editors, which is, we call them recommenders from 24 countries. And at the moment, we have received 43 submissions, of which 25 have been recommended and 16 have been published in the Per Community Journal. 8 papers are under evaluation and 10 are not considered, rejected, or canceled. And this is very important because this means actually that for us is very important the rigor of science. So if the article doesn't fulfill with quality standards, the article will be then rejected. Okay, so the scope is very broad. You can find actually everything that is related with animal science is within our scope. How does it work? So this is the most important slide. So once you have done your study, so you need to put the data, the script, and the codes in a repository. For example, as we use research.gov for the data. And once you have this, you will upload your manuscript in a preprint server, okay? And after, you will then add the information of both the data and the preprint to the PCI website. And there, the process initiates like a standard process of a journal. So there will be an editor that we call recommender that will analyze the article. So the idea normally when an author submits a manuscript, the author can choose in the database of PCI potential recommenders who are expert in the field. So if there is one that decide that the article deserves to be evaluated, so the process start. And if nobody is interested, the article will go out from the system. So it's more or less 20, 30 days that is the time for a recommender to handle the article. So this recommender then will invite many reviewers, and she will require at least 2 reviewers to take a decision, right? And the first decision then, once it's done, so you have the normal rounds of evaluation of a classical journal until a moment in which the recommender can take a decision. This decision can be to reject the article. So if this is the case, nothing happened in the PCI website, so the article will not be displayed in the website. But here is the originality of the system. If the article is accepted, then the recommender will write what is called a recommendation, and this recommendation will be published together with the reviews. Something I forgot to say is that the reviewers can decide to be anonymous or not, but the reviews are published. So this is what we call the open peer review, together with a text done by the recommender explaining the contributions and limitations of the preprint.
right? So this is how PCI contributes by adding this stamp of quality resulted from the peer review process. So once this is finished, the authors can decide to leave it in the preprint server, the manuscript, or to publish directly in the per community journal. This is the straight way because there is no further peer review. So this is here just a question of formatting, and the article we publish without fees, so it's for free. Or the authors can submit the article to what we call a PCI-friendly journal. So these journals will consider the evaluation done by PCI, or even the authors can submit to journals which are not officially PCI friendly, but they accept preprints, so they can also consider the preprint that has been evaluated by PCI. So here's some examples. At the moment, we have 100 PCI-friendly journals. So here's some examples in multidisciplinary journal like PLOS Biology, PeerGE, and here a focus on some journals in animal science, animal welfare, veterinary research, the Italian Journal of Animal Science, Animal Microbiome, Genetic Selection and Evolution, and the Canadian Journal of Animal Science. So this is an example of an article that was a preprint that was recommended. You can see the recommendation, and you can see this recommendation was done by Florence Gondré based on reviews of one colleague that displayed his identity and another colleague that is anonymous. And this article was further published in the journal Animal, which is PCI friendly. And you can see here the information of the process of PCI in the journal. And here, for example, you can check in the website the list of our recommenders. And here we have Anna Olson. I think that some of you knows Anna because Anna works on laboratory animals. So you can see that Anna has recommended one article and she has participated in the review of another one. So some words about the Per Community Journal. So this is a journal that was launched in 2021. It has been indexed in different databases, and there is a process right now of indexation on the Web of Science. And here just give you an example of some of the articles published in the Per Community Journal. So the journal has as sections as the number of PCI. So at the moment, there are 70 sections. So the section Animal Science, so you can see articles like normal research articles, but also we have articles like position papers, by Birte Nilsson. I think also you know Birte about animal welfare. So the type of articles is broad as well. So the consequences of this model is, of course, to save money, but also to take in hand the workflow of evaluation, because we already are doing most of the work. So the idea is to take in hand the workflow of research, evaluation, and dissemination. Of course, the fact of having the data and the code is a way to enhance transparency and reproducibility. And there are many advantages. And we count with a lot of support from different institutions, not only in France, but also at the international level. So here you have some examples in Belgium, US, UK. We are very happy actually because, you know, UK has a different evaluation system than France, so that we have already some universities who are supporting PCI, also in Spain. So the number of the supportive institution is increasing. And here in France, many doctoral schools consider the publications in PCI like a traditional journal. So this is a good, important aspect for the PhD fellows in France, because they can go to the system and their publications are accepted by the different doctoral schools. So the message here is to join us and to support this initiative, different ways to do it: submitting your articles, publishing in the Per Community Journal, giving us contact to obtain support and recognition. You can join as a reviewer and recommenders. Recommenders are mainly senior editors with experience in editorial tasks. You can follow us in Twitter, and in general terms to participate in real open science, because open science is not only open access, it's a large umbrella. So
we also are inviting you to support the movement of open science in general. So here we published some in 2022 an article about how to enhance open sciences. So I invite you also to check this article, and don't hesitate to contact me if you want to continue the discussion. And thanks a lot. There are many things to discuss, and I prefer to stop here and to have more time to discuss with you. So here is the link of the PCI, the email, the contact, my email, and also you can follow us in X and in Blue Sky as well. So thanks a lot for their attention. Again, thanks for the team for inviting me. Oui, Marc, c'est bon. D'accord. Voilà. Donc, je vais vous présenter en fait une initiative du FC3R dans le domaine de la science ouverte que l'on a appelé en fait les FC3R Short Notes, qui est une plateforme en fait de dépôt de résultats non publiés. Alors, je replace ça évidemment dans le cadre de l'éthique animale, des 3R en fait, où en fait la recevabilité en fait de l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques est vraiment cruciale. Et donc on met toujours ça en exergue avec d'une part des bénéfices pour la santé et la société, et d'autre part des coûts pour les animaux, donc au niveau évidemment de la souffrance animale, qui peuvent être conditionnés soit pour les procédures scientifiques et leurs effets, mais aussi pour les conditions d'élevage et de transport. Donc ces règles des 3R, en fait, elles fixent des lignes de conduite pour l'expérimentation animale, et donc elles donnent une valeur, en fait, à la recherche qui utilise des animaux. Donc, ces principes des 3R, ils sont importants. Et pourquoi les 3R? C'est tout d'abord remplacer, réduire et raffiner. Alors, remplacer, c'est vraiment, on va remplacer l'animal par autre chose, une autre méthodologie qui peut être numérique, qui peut être des invertébrés inférieurs, ou avec des états de développement larvaire où on considère qu'il y a moins de souffrance animale. Et puis, ça peut être aussi évidemment l'utilisation des méthodes non animales que l'on appelle une nouvelle méthode alternative qui utilise des organoïdes, par exemple, ou des organes sur puce. Donc, ça, c'est la première partie, mais aussi, évidemment, le remplacement des produits d'origine animale qui peuvent être utilisés dans toutes les expériences que l'on peut faire au laboratoire quand on travaille avec du matériel biologique, et en particulier le sérum de veau, les anticorps et le matrigel, puisque ce matrigel, il est produit en fait chez la souris à partir de tumeurs que l'on implante chez la souris. Pour note, un flacon de 10 ml de matrigel, ça représente environ 1 à 2 souris utilisées. Donc, l'idée aussi, c'est si ce n'est pas possible de remplacer, on va essayer de réduire l'utilisation d'animaux. Et cette utilisation, évidemment, pour atteindre le même objectif scientifique. Et donc là, on peut s'appuyer sur, évidemment, les statistiques, sur la robustesse de nos expériences pour définir le meilleur périmètre d'utilisation de ces animaux. Et enfin, dans tous les cas de figure, c'est-à-dire que même si on ne peut pas réduire, ou quand on a réduit, eh bien, on va raffiner. C'est-à-dire qu'on va minimiser la douleur et la souffrance chez l'animal, que ce soit au niveau de l'élevage tout simplement, des conditions d'élevage, mais aussi au cours de l'expérimentation. Donc là, on a une petite iconographie qui est récente, où justement ça vous replace un petit peu le choix du chercheur, hein, de l'expérimentateur. Oui, je peux réduire, à ce moment-là, pardon, je peux remplacer, et à ce moment-là, je vais remplacer la souris par une autre méthode, et donc je n'utilise plus l'animal. Non, je ne peux pas utiliser l'animal, et à ce moment-là, pardon, je ne peux pas remplacer l'animal. Et donc à ce moment-là, je me pose la question de savoir, est-ce que je peux réduire le nombre d'animaux? Oui.
Et à ce moment-là, je raffine, évidemment. Et non, je ne peux pas réduire, mais je raffine de toute façon parce que c'est un point très important de l'expérimentation animale. Donc, on va replacer maintenant le contexte de l'utilisation des animaux dans le cadre en fait de la science ouverte, puis de ces problèmes comment de la, de la de la robustesse en fait que l'on peut trouver, que l'on doit avoir dans ces recherches. Euh, Si effectivement il n'y a pas de robustesse, si les expériences que l'on réalise font qu'en fait ben, elles ne sont pas reproductibles par le laboratoire, par l'équipe ou par d'autres laboratoires à travers le monde, eh bien en fait la valeur scientifique, la qualité scientifique de ce travail est totalement nulle, on va dire. Et au bout du compte, on aura sacrifié ces animaux sans qu'il y ait un bénéfice en fait, et du coup, éthiquement, c'est questionnable. Donc, il faut savoir que justement dans cette crise de la reproductibilité, donc Raffaele en a parlé, mais on estimait en 2016, hein, dans un papier qui est paru dans Nature, qu'à environ 90% des chercheurs, toutes sciences confondues, toutes disciplines confondues, estimaient qu'il y avait un problème de reproductibilité dans les expériences. Et le coût économique de cette crise de la reproductibilité est relativement important. Là, c'est un exemple qui est donné dans une publication en 2015 où on estime les dépenses de recherche préclinique donc sur l'animal aux États-Unis. Et sur les 56 milliards de dollars qui sont utilisés, eh bien, on a à peu près la moitié de ces expériences, de ces études qui ne sont pas reproductibles. Et donc, parmi les choses qui sont euh, les éléments de manque de robustesse, eh bien, il y a d'abord le design expérimental, le reporting, donc en fait la manière dont on va euh, écrire le protocole et le transmettre au travers de la publication, et puis aussi la transparence. Alors, cette transparence, c'est aussi l'absence, en fait, des résultats négatifs. Avec les années, quel que soit le domaine, hein, on voit que, en fait, eh bien, le nombre d'articles avec des résultats dits positifs augmente avec les années. Et donc, ça, c'est très embêtant. Ça voudrait dire qu'on est absolument excellent dans tout ce que l'on fait au laboratoire et qu'on n'a jamais aucune expérience ratée ou aucune expérience, entre guillemets, où il n'y a pas un résultat publiable. Et en fait, ces résultats dits négatifs, hein, qui sont en fait de vrais résultats, eh bien, en fait, ne sont jamais publiés. Donc, en fait, l'assise expérimentale de la communauté va diminuer et ne portera que sur les résultats qui ont été publiés, ce qui est quand même, on va dire, relativement embêtant. Donc, en Angleterre, ils ont une bonne réflexion, c'est que, en fait, les données de la recherche publique, puisqu'elles ont été financées par des fonds publics, eh bien, elles doivent être rendues accessibles à un minimum dans un minimum de temps, avec le moins de restrictions possible, parce que justement, c'est un bien qui est considéré comme un bien public. Donc cette crise de la reproductibilité, il y a de multiples biais. Vous avez entendu Raphaël en parler. Donc, biais publication, où la priorité est donnée aux résultats et aux résultats positifs innovateurs. Donc, on va dire les top revues qui vont publier ce genre de résultats et d'études. Il y a évidemment aussi une forte pression pour publier qui repose sur l'épaule des chercheurs et au bout du compte, une faible puissance statistique qui en découle, puisque évidemment, on n'a pas accès aux données non publiées. Donc là, on rentre dans un, Raphaël en a parlé un tout petit peu, mais qui sont
la manière dont on va travailler avec les résultats obtenus, les données que l'on a obtenues. Et parfois, eh bien, on va être amené à, parfois sans le faire exprès, c'est-à-dire qu'on va avoir des expériences qui n'ont pas fonctionné, et puis on va favoriser les expériences qui ont fonctionné, parce qu'on considère qu'elles ont fonctionné. Et donc, on va mettre de côté dans un tiroir toutes celles qui n'ont pas donné un résultat intéressant pour être publiées. Donc, et on revient dans ce cas de figure ici. Mais ça peut être aussi, on a un résultat très intéressant, mais on va faire l'hypothèse basée sur ces résultats et publier alors que l'hypothèse de départ n'était pas la même. D'accord? Donc, il y a de multiples solutions qui existent. Hein. Donc, en particulier, on va en développer certaines. Donc, c'est l'amélioration du design expérimental, donc ce qu'on appelle l'ingénierie de projet. Il y a aussi la possibilité de pouvoir préenregistrer les études pour permettre d'éviter le hacking en particulier. Et puis, toutes les données, même celles qui sont non publiées, doivent être accessibles. Et donc, c'est effectivement là tout ce qui concerne l'open science. Donc, Raphaël en a parlé. Donc, le système PCI est vraiment un outil très puissant. Mais je pense que la partie des résultats non publiés n'est pas toujours accessible, même avec ce système-là. Donc, on a réfléchi à cette problématique et comment donner de la visibilité aux résultats non publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour accroître la robustesse et éviter les répétitions inutiles et réduire l'utilisation d'animaux. Donc, pour ça, on a créé une plateforme où on va permettre aux déposants donc, de soumettre un article court rédigé en anglais, limité à 2000 mots et 2 figures. Cet article va être évalué par 2 experts, donc on peut parler de peer review, et sur 4 critères de qualité. 4 critères de qualité qui sont la rédaction, la qualité des figures, le protocole ou les protocoles s'ils sont bien décrits, et évidemment la conception expérimentale, si la puissance statistique est correcte, si les nombres, les cohortes d'animaux, par exemple s'il s'agit d'animaux, sont bonnes, etc. Toutes ces données sont vraiment fondamentales, évidemment, dans l'évaluation. Mais là, on ne s'intéresse absolument pas aux débouchés scientifiques au bout du compte. L'idée, c'est de faire réapparaître ces résultats, puisqu'on peut parler de résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc, on a une interface de soumission en ligne sur le site du FC3R, avec une phase d'évaluation donc par ces 2 évaluateurs. Une fois que c'est validé et qu'on accepte la short note, eh bien, on va attribuer un DOI, publier cette publication sur le site du FC3R, mais aussi sur HAL, où on va déposer la short note. Et on va évidemment avoir une page dédiée que l'on voit ici sur la bibliothèque des FC3R Short Notes, où on va avoir, par exemple, ici, la première short note qui a été publiée. Vous pouvez remarquer ici mon nom, où effectivement, dans ce cas de figure, c'était l'exemple d'une expérience, d'une tentative de reproduire un protocole expérimental chez l'animal et on n'a pas réussi. Donc, c'est typiquement quelque chose d'intéressant pour l'ensemble des chercheurs et des utilisateurs. Alors, rapidement ces résultats non publiés donc, sur les short notes. C'est tout d'abord une page où on va pouvoir se loguer. On a une explication de comment soumettre les short notes. Vous avez un accès aussi aux guidelines qui sont accessibles sans avoir besoin de déposer ni de créer de compte. Et ensuite, vous allez pouvoir soumettre effectivement votre short note. Donc, vous arrivez, après avoir créé en fait votre compte sur le FC3R, vous avez un intranet qui vous donne accès, entre autres,
évidemment aux short notes, puisque c'est par là que vous êtes entré, et vous allez faire la demande de déposer une short note. Et puis, si vous avez déjà créé un compte et obtenu déjà et déposé des short notes, eh bien, vous pouvez aller les consulter. Mais vous avez aussi tout un espace pour les activités du FC3R et évidemment pouvoir gérer votre compte. Donc, cet espace de soumission, il est en anglais. Il est relativement simple. Vous voyez ici les guidelines en anglais, les directives en français. On a fait l'effort de les mettre en français, mais ce n'était pas une nécessité. Vous pouvez toujours télécharger les guidelines. Vous avez ici le formulaire qui est relativement simple, hein, comme dans tous les types de publications, mais certains d'entre vous peut-être n'ont pas publié. Donc, vous avez dans la deuxième partie, et puis plus bas, je n'irai pas plus bas, mais vous avez le titre, évidemment, le champ d'investigation qui intéresse votre short note, et puis l'abstract qui doit correspondre évidemment à l'abstract que vous allez télécharger par la suite. Ensuite, vous avez la zone de chargement de la short note, donc votre short note de 2000 mots avec ces deux figures. Et puis, évidemment, ici, vous avez possibilité de télécharger des documents supplémentaires qui, évidemment, sont importants. Et puis une petite image pour attirer l'œil dans son affichage après sur le site web du FC3L. Donc l'ensemble de ces documents, que ce soit la short note, mais aussi les documents supplémentaires que vous avez adjoints, eh bien, sont reviewés par les reviewers. Et ces reviewers sont un reviewer du FC3R et un reviewer externe qui est spécialiste du domaine. Donc, pour vous donner un tout petit peu un exemple, donc là, je n'ai pas d'exemple à vous donner puisqu'il n'y a pas de short note en cours, mais donc après, vous avez possibilité de voir et de soumettre votre short note. On vous rappelle évidemment qu'il faut soumettre des PDF avec votre document. Et puis, évidemment, à la fin, le suivi des réponses des reviewers. D'accord? Et donc, ce qui est intéressant avec les short notes, comme c'est un format qui est relativement court et contraint, eh bien, les résultats peuvent être rapidement donnés par les reviewers et vous pouvez aussi avoir les commentaires en cas de refus ou de demande de révision. Donc, par exemple, ici, c'était la première short note, et vous avez un exemple de la sortie, en fait, ça c'est dans l'interface de gestion des short notes, la qualité d'écriture, la qualité des figures et des documents additionnels, le design expérimental et puis le reporting. Et évidemment, les décisions finales, est-ce que oui ou non, le reviewer accepte ou non de faire passer cette short note. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Et ensuite, la validation finale de la short note. Une fois que cette short note est acceptée, évidemment, on va la déposer sur HAL. Donc, ça, c'est quelque chose le process que nous faisons. Avec création et adjonction d'un DOI qui va permettre en fait son identification numérique sur Internet. Et ça, c'est aussi important puisque ça va permettre en fait d'être repris en fait par les moteurs de recherche. Donc, vous avez aussi une visibilité sur HAL, évidemment. Donc, la short note, là, bon, on ne voit pas très bien, mais on voit bien que la short note est publiée et déposée sur HAL. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un bon référencement par les moteurs de recherche, ici par Google, où j'ai tapé tout simplement les mots-clés qui correspondaient à des choses qui étaient utilisées de manière très, très basique. Hein. Donc, EAN, Guillain-Barré, Souris et puis C57, Black 6. Et puis on voit que effectivement, eh bien, la short note est déjà en deuxième position via HAL et en cinquième position sur la bibliothèque des short notes du FC3R. Donc ce qui est assez remarquable
pour une première short note et avec peu de circulation pour l'instant sur nos sites, hein, sur cet espace pour l'instant. Donc, vraiment, cette short note, enfin, ces short notes, elles sont importantes d'un point de vue déontologie et éthique de la recherche, puisqu'on parle toujours de qualité de la recherche, intégrité, bonne pratique, l'honnêteté. Et c'est vrai que le fait de mettre des résultats non publiés jusque-là dans ce domaine de la science ouverte, ça va permettre vraiment d'augmenter en fait la robustesse et la transparence de la recherche. Il y a aussi une part intéressante qui est l'éthique liée à l'expérimentation sur l'animal, puisque évidemment, dans notre cas de figure, là, de mieux coller aux 3 R, de faire que ces données non publiées, ces résultats non publiés réapparaissent, en fait, eh bien, on va pouvoir les utiliser. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment important, hein, donc, pour, on va dire, coller aux 3 R. Donc, ça n'est pas que pour l'expérimentation animale, hein, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être bien d'autres choses que des études qui utilisent des anticorps, des matrices extracellulaires, etc., etc. Donc, ça fait vraiment partie de nos actions du FC3R. Et donc, dans les stratégies d'implémentation des short notes, hein, pour essayer de pousser à leur utilisation, eh bien, en fait, effectivement, la politique des organismes de recherche, c'est de favoriser cette science ouverte. Et donc, peut-être que ça peut passer par le biais de l'évaluation, une meilleure prise en compte dans l'évaluation des chercheurs, des ITA, et l'évaluation des laboratoires au travers des HCERS. Mais ça peut être aussi pris en compte peut-être dans les écoles doctorales, on verra, puisque c'est quelque chose qui est très formateur pour les étudiants que d'écrire une short note sous l'égide de leur PI, hein, de leur encadrant. Ça peut aussi sans doute être un point important dans le financement quand on fait des demandes de financement et de montrer qu'en fait on a aussi une activité Open Science et 3R qui va être en fait révélée par ces short notes. Alors, enfin, nous, on essaye un petit peu à notre niveau de pousser aussi ces short notes. Donc, on espère pouvoir mettre en place un challenge et on fera appel à des fondations et des associations et sociétés savantes, en fait, pour prévoir un petit prix pour les short notes quand elles seront, pour initier, en fait, leur utilisation, peut-être pour les 10 ou les 20 premières, on verra, et en essayant de faire que on en ait une ou deux par domaine de recherche. Voilà. Et dernièrement, évidemment, ces short notes intéressent beaucoup les autres acteurs des centres 3R européens. Et donc, on a un tissu donc, à travers COST avec Athanasia et des réseaux, enfin, et des collaborations qui se créent avec d'autres centres 3R autour de ces short notes. Voilà. Je voulais vous remercier pour votre attention et remercier aussi toute l'équipe et Athanasia pour leur aide et leur soutien dans la conception hein, de ces short notes FC3R qui sont maintenant fonctionnels. Voilà, je vous remercie.